Bonsoir. Un moment d'exception cet après-midi dans la vie politique et institutionnelle française. À la mesure de la tragédie qui a frappé le pays, le discours de François Hollande, président de la République devant le Parlement, réuni en congrès exceptionnel à Versailles. Discours que vous avez pu suivre en direct sur I24 News cet après-midi. Et un mot martelé comme pour signifier une prise de conscience commune, le mot guerre. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait d'une armée djihadiste, le groupe Daesh, qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en congrès pour marquer l'unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l'attaque ignoble dont notre pays a été la cible. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Le mot guerre a été prononcé, mais François Hollande a tenu à respecter l'état de droit et pour atteindre cet objectif a proposé une révision de la Constitution. C'est très important. Il a voulu en quelque sorte concilier les deux logiques. Léa, le respect de l'état de droit, je l'ai dit, mais une fermeté nécessaire. Exactement, une fermeté qui va avec des mesures législatives. Donc nous sommes en guerre, ces mots sont revenus tel un leitmotiv dans le discours de François Hollande, une guerre contre Daesh. Il a nommé l'ennemi. Le président de la République s'est exprimé, on l'a entendu, sur un ton ému et grave. Il a rappelé la mémoire des victimes. Notre pays est en deuil. Une manière donc d'introduire toutes les mesures que souhaite le chef de l'État. En premier lieu, l'intensification des frappes en Syrie. L'objectif, détruire Daesh. Voilà. Les actes de guerre de vendredi ont été décidés, planifiés en Syrie. Ils ont été organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises. La France intensifiera ses opérations en Syrie. Alors selon le chef de l'État français, eh bien la Syrie est devenue le plus grand terrain de terroristes que la France ait jamais connu. Côté diplomatique, le chef de l'État a annoncé rencontrer Barack Obama et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Il a également demandé au Conseil de sécurité de se réunir dans les plus brefs délais pour obtenir une résolution témoignant d'une unité de la communauté internationale qui fait cruellement défaut. Et pour répondre à cette menace, François Hollande a très clairement souhaiter une prolongation de l'état d'urgence. Exactement, on l'attendait. Eh bien, dès mercredi, le Parlement sera saisi d'un projet de loi en vue d'une prolongation de 3 mois de l'état d'urgence. Cependant, eh bien, pour le président de la République, ce n'est pas assez. Il appelle à une modification de la Constitution. Nous sommes en guerre. Mais cette guerre d'un autre type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. Alors cette révision sera accompagnée de 2 mesures. La possible déchéance de nationalité en cas d'attaque à la nation ou de terrorisme. Et puis l'interdiction à un binational de revenir sur le territoire français s'il constitue un danger. Et puis à noter, eh bien, pour François Hollande, la proposition de Nicolas Sarkozy d'assigner à résidence les personnes faisant l'objet d'une fiche S avec un bracelet électronique sera examinée par le Conseil d'État. Merci Léa, et une direction prise sans hésitation. Le danger sécuritaire passe désormais avant la crise économique.
Dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Mesdames, Messieurs les parlementaires, le visage des morts, celui des blessés, celui des familles, ne quitte pas mon esprit. Ce souvenir nourrit une résolution sans faille qui, je le sais, est également la vôtre. Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux que la France puisse rester elle-même. Les barbares qui l'attaquent voudraient la défigurer. Ils ne parviendront pas à la faire changer de visage. Jamais ils ne doivent réussir à abîmer l'âme française. Jamais ils nous empêcheront de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre librement, et nous devons en faire la démonstration avec sang-froid. François Hollande dit barbare, mais pour autant, il ne veut pas opposer les uns les autres et ne reprend pas l'idée émise par certains intellectuels en France et même par des politiques comme Manuel Valls, son propre Premier ministre, sur l'idée d'une guerre de civilisation. Il n'y croit pas. Non, il l'a dit très clairement, hein, la guerre de civilisation, ce n'est pas ce à quoi la France est confrontée aujourd'hui, c'est une guerre contre le terrorisme. Les barbares, comme il les a appelés, ne représentent aucune civilisation. Par conséquent, il n'y a pas de guerre de civilisation, mais une guerre pour que la France soit maintenue dans ses valeurs essentielles, la patrie des droits de l'homme. Et d'ailleurs, vous savez, vous avez dit que le mot guerre revenait souvent, et c'est vrai, mais il y a un autre mot qui est revenu très souvent dans le discours de François Hollande, c'est le mot de jeunesse. Et on a l'impression que François Hollande, parce que la jeunesse était bien évidemment très présente. Et décimée. Très présente parmi les victimes, et c'est pas un hasard si François Hollande s'est rendu à la Sorbonne en milieu de journée, mais également on avait l'impression qu'il préparait cette jeunesse de France à un combat sur le long terme contre le terrorisme, d'où la nécessaire, selon lui, modification de la Constitution. Avec quand même des précautions prises pour essayer, évidemment, de convaincre l'opposition d'adhérer à ces propositions. On le saura dans quelques jours, puisqu'il souhaite qu'on aille très vite et qu'ils aillent très vite. L'opposition a déjà dit qu'elle considérait, par la voix de Christian Jacob, que ces modifications constitutionnelles n'étaient pas utiles. Donc il y a l'opposition, et dans son rôle, en quelque sorte, elle s'oppose aux propositions de François Hollande. Alors, François Hollande s'est fait applaudir par tout le Parlement réuni en congrès, je l'ai dit, mais déjà... le débat commence, et vous le signifiez en nous rapportant ce propos de Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. En écoutant François Hollande parler pendant plus de 30 minutes, il y avait bien sûr une dimension politique, une dimension internationale, mais il n'a pas voulu occulter la dimension humaine, et il a pensé à toutes ces victimes et à toutes ces familles solidaires des victimes. J'imagine que les Français ont dû être sensibles à ce propos. Olivier, vous êtes toujours place de la République pour nous, en direct. Oui, et les Parisiens qui sont toujours derrière moi, place de la République, et qui se recueillent encore, ont sans doute apprécié le fait que François Hollande annonce des mesures et veuille aller vite. Ici, vous savez, vivre à Paris, c'est comme un art de vivre, et les Parisiens veulent continuer à s'asseoir tranquillement à la terrasse d'un café, aller au cinéma, aller au concert. Il y a encore un certain nombre de rendez-vous aussi politiques et économiques qui ont été annulés aujourd'hui. Les Parisiens ne souhaitent qu'une seule chose, c'est pouvoir travailler tranquille, sortir tranquille. Alors, si vous voulez, ce soir, après avoir écouté François Hollande, les Parisiens vont sans doute espérer retrouver une vie normale, mais on l'a bien compris, c'est pas pour demain. Et la surenchère, la dérive, comme l'a souligné François Hollande, on n'en veut pas ici, les Parisiens n'en veulent pas. Ils veulent simplement pouvoir continuer à vivre tranquillement, à respirer le bonheur de l'air parisien. Ils espèrent tous que ce sera pour très bientôt, sachant très bien que l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence. Et François Hollande a lancé un appel solennel à une solidarité internationale. On a bien compris que cet appel était destiné... Là, Olivier, je vous vois, mais ma question s'adresse à Christian Mallard, qui se trouve de l'autre côté de Paris, dans un studio de la rue Cognac-G. Et on voit bien que cet appel est destiné notamment aux deux superpuissances. On note d'ailleurs, c'est assez paradoxal, comme un rapprochement entre Obama et Poutine devant cette menace terroriste et devant ce danger. Christian. Il y a un pas en avant entre Obama et Poutine concernant la transition politique en Iran.
ils vont en débattre, ils vont en rediscuter. On a le sentiment aujourd'hui que tout le monde se fait à l'idée que pendant encore quelques temps, pour qu'il y ait toujours un État en Syrie, on va garder Bachar el-Assad, mais il faut d'abord clarifier la situation, stabiliser la situation sur le terrain. Et ça passe par une entente générale entre France, États-Unis, les Américains, les Russes, avec Poutine, une grande coalition militaire qui puisse éventuellement précipiter dans le temps la chute de Daesh. Bon, on n'en est pas là. Donc il y a un message qui est très clair, c'est que le président Hollande va rencontrer très rapidement Obama et Poutine. Donc ça veut dire qu'on va sans doute se mettre d'accord et aller de l'avant tous ensemble, main dans la main. Ça, c'est un premier message très clair. Maintenant, il y a une volonté chez le président Hollande de sensibiliser, de profiter de ce qui s'est passé, malheureusement, les terribles attentats que nous avons vécus à Paris, comme d'un électrochoc, pour sensibiliser davantage la communauté internationale. Une résolution à l'ONU que voudrait le président pour marquer cette détermination de la communauté internationale, où là on retrouvera les Américains, les Russes et les Chinois, pour dire on va lutter contre Daesh ensemble. Et puis enfin, il y a l'Europe, il en a parlé. La France est un pays européen qui a été agressé. Il faut qu'il y ait une aide des Européens. Et je crois qu'il veut aussi sensibiliser les Européens, non seulement pour lutter davantage contre Daesh et tout ce qui se passe au Mali, au Niger. Ça, c'est le Sahel, c'est une autre histoire. Et puis aussi pour régler ensemble le problème des migrants, où se sont infiltrés un certain nombre, apparemment, de terroristes. On aura l'occasion d'y revenir dans cette édition spéciale, Christian. Merci. Et pendant ce temps, les policiers français, mais aussi belges, mais aussi européens, traquent sans relâche les terroristes et leurs complices. Myriam Aman. Molenbeek, Bruxelles, 10h du matin. Des dizaines de policiers prennent place dans cette rue. Objectif, retrouver Salah Abdeslam. L'opération vise particulièrement cette habitation où des personnes seraient retranchées, peut-être même le suspect recherché. Vers 11h, la police arrête un individu et l'embarque après avoir pris soin de dissimuler son visage. Son identité n'a pas été précisée, mais le parquet fédéral de Bruxelles est clair, il ne s'agit pas d'Abdeslam. Le suspect numéro 1 dans les attentats de Paris est toujours dans la nature. C'est la deuxième opération d'envergure depuis vendredi dans cette même commune de Bruxelles. Samedi, 7 personnes ont été interpellées. 5 d'entre elles ont été relâchées ce lundi, dont le frère de Salah, Mohamed Abdeslam. Un autre membre de cette fratrie, Ibrahim Abdeslam, est l'un des kamikazes des attentats de Paris. Celui qui s'est fait exploser dans un bar, boulevard Voltaire. 3 autres terroristes morts en perpétrant les attentats sont désormais formellement identifiés. Bilal Adfi, un Français de 20 ans qui résidait lui aussi en Belgique. Il se serait lui aussi rendu en Syrie pour combattre dans les rangs de l'État islamique. Au moins 3 djihadistes ont perpétré le massacre du Bataclan. Parmi eux, Samia Mimour, 28 ans, originaire de la banlieue parisienne. Parti en Syrie il y a 2 ans, il était visé par un mandat d'arrêt international. Comment a-t-il pu rentrer en France sans éveiller de soupçons? 3 de ses proches sont aujourd'hui en garde à vue. Un autre membre du commando du Bataclan, un Français de 29 ans, Omar Ismail Mustafaï, a été identifié. 7 de ses proches sont toujours en garde à vue. Enfin, un passeport syrien au nom d'Ahmad al-Mohammad, 25 ans, a été retrouvé près du corps de l'un des kamikazes du Stade de France. Le document est authentique et porte un tampon grec. Le détenteur du passeport est donc bien entré en Europe par la Grèce le 3 octobre dernier avec des centaines d'autres migrants. Reste à savoir si le document appartient bien aux terroristes. L'enquête cherche également à établir le commanditaire des attentats. Il serait basé en Syrie et serait belge ou ayant en tout cas vécu en Belgique. L'une des pistes est celle d'Abdelhamid Abaoud, le chef de la filière syrienne en Belgique, qui a réussi à échapper à la descente de police en janvier dernier à Verviers. Mais il n'est qu'une piste parmi d'autres. Et l'on apprend, Myri, que 2 personnes viennent d'être inculpées en Belgique. Oui, donc vous savez, 7 personnes ont été arrêtées lors des perquisitions à Molenbeek-Saint-Jean, cette commune de Bruxelles, dans la capitale belge. Donc samedi, une autre a été arrêtée aujourd'hui même. Eh bien, 2 des 7 personnes arrêtées samedi ont été inculpées pour participation à un attentat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Les choses sont en place. L'avocat de l'un des 2 inculpés n'a pas donné son
son nom, mais en tout cas, elle a dit qu'il s'agissait d'un Belge âgé de 21 ans, résident de cette commune de la capitale belge. Eh bien, on sait qu'il était dans la voiture qui a tenté de rentrer en Belgique, qui a été contrôlée à Cambrai samedi matin, à bord de laquelle se trouvait le suspect numéro 1, Salah Abdeslam. Eh bien, il était en compagnie du suspect numéro 1 et tentait donc de passer de la France vers la Belgique lors de ce contrôle routier. France, Belgique, Italie, état d'alerte, dit-on là-bas? Oui, eh bien, là aussi, on recherche un nouveau suspect. Un nouveau nom vient d'apparaître sur la longue liste des suspects. Il s'agirait d'un Français de 32 ans qui s'appelle Baptiste Bourgui. Voilà, c'est un nouveau nom que je vous donne. Il circulerait à bord d'une Seat Ibiza et il serait directement impliqué dans les attentats de Paris, c'est-à-dire qu'il ferait partie de ce fameux troisième commando que l'on n'a pas retrouvé jusqu'ici. L'état d'alerte évidemment à Turin, puisque c'est à Turin que la voiture aurait été aperçue. Alors un petit détail troublant, Paul, la plaque d'immatriculation qui a été donnée aux carabiniers italiens, eh bien ce serait la même que celle que portait la voiture qui a été retrouvée à Montreuil, vous savez, dimanche, avec 3 kalachnikovs à son bord. Donc c'est un détail troublant, très organisé en tout cas. François Hollande a précisé que tout avait été décidé en Syrie. A-t-on une idée du commanditaire? En tout cas, on a un soupçon qui revient. Le parquet de Bruxelles n'a pas voulu confirmer. Il s'agit d'un Belge originaire du Maroc. C'est Abaoud. Il se fait appeler Abou Omar, c'est son nom. Abou Omar, pardon, c'est son nom de guerre. Merci. Et voilà, c'est son nom de guerre, comme ça, vous le savez. Oui, vous m'avez troublé. Et donc, il est soupçonné d'être lié à d'autres actions terroristes. C'est pour ça que l'on pense à lui. Il aurait été en contact avec Mehdi Nemmouche, vous savez, ce terroriste français qui a été frappé en Belgique, le musée juif, en mai 2014. Il aurait été également en lien et directement impliqué dans les attentats avortés du Thalys. Merci beaucoup, Myri, pour toutes ces précisions et pour cette enquête que vous menez vous-même sur l'enquête policière et de justice. On va se poser un instant pour tenter de comprendre les difficultés que les services de police et de justice dans tous les pays du monde éprouvent à lutter contre cette terreur à la fois invisible et lâche. Avec nos deux invités, l'un ici, à Tel Aviv, en direct avec nous, Olivier Rafovitz, bonsoir. Bonsoir, Paul. Ancien colonel de réserve de l'armée israélienne, et Frédéric Gallois à Paris. Bonsoir Frédéric Gallois, merci d'être avec nous en direct. On vous a déjà entendu avec Valérie Pérez aujourd'hui à 13h, à la mi-journée, et vous êtes vous-même ancien commandant du GIGN. Alors avec vous deux, nous allons tenter de comprendre pourquoi, au fond, vous avez tant de difficultés à lutter contre cette terreur. Frédéric Gallois. Alors, il faut bien que les téléspectateurs comprennent que la lutte antiterroriste se décompose en 2 phases. La première phase, c'est la phase de l'antiterrorisme, et la deuxième phase, c'est la phase du contre-terrorisme. Pour ce qui concerne la phase de l'antiterrorisme, c'est toute la phase en amont qui va chercher à anticiper et à mener des actions de police judiciaire, d'arrestation, de ciblage avec les services de renseignement pour tenter d'empêcher le passage à l'acte. Je dirais que c'est pratiquement 80-90% du travail, parce qu'il va justement permettre d'intervenir avant le passage à l'acte. La deuxième phase, si la première échoue, c'est-à-dire si des individus passent à travers les mailles du filet de la phase de l'antiterrorisme, on se retrouve dans le contre-terrorisme qui démarre, et c'est très facile à comprendre, dès le commencement d'exécution, dès le passage à l'acte des terroristes. Ce sont 2 phases tout à fait différentes. Une première qui, en France, est soumise aux règles de la police judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut judiciariser les indices pour permettre une arrestation en amont, avant le passage à l'acte. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est aussi le sujet, vous savez, sur la fiche S, etc., c'est qu'on a des individus sur lesquels on a des soupçons, mais on n'a judiciairement pas assez les moyens pour procéder à l'arrestation. Alors que lorsqu'ils sont en commencement d'exécution, c'est-à-dire quand on rentre dans la phase de contre-terrorisme, là on passe d'une phase judiciaire à une phase administrative qui donne plus de pouvoir finalement aux forces d'intervention. Donc c'est plus facile d'aller chercher, entre guillemets, à les neutraliser dans cette phase, puisqu'on est dans une phase administrative. Merci pour ces premières explications. Votre présence commune, au fond, tous deux prend sens. Ce point clé dont parle Frédéric Gallois, le passage à l'acte, on voit bien les difficultés que les Occidentaux ont à passer à l'acte, alors qu'on ne sent pas la même hésitation chez les Israéliens quand ils ont à lutter eux aussi contre le terrorisme. Olivier Rafovitz.
D'abord, du côté israélien, on a 40 ans d'expérience, même plus d'ailleurs, de la lutte antiterroriste. Il y a ici un appareil antiterroriste extrêmement sophistiqué, extrêmement puissant. C'est le Shabak et la police, mais d'abord le Shabak, le Shin Bet, connu pour ses activités donc souterraines et qui sont en train de faire un travail de fourmi jour et nuit, toute l'année. On est au courant de tout ce qui se passe, et dans les territoires, et dans les lieux sensibles. Donc il y a un travail d'infiltration qui est essentiel pour vous. Justement, il y a une infiltration qui est essentielle. Il y a également une collaboration, il faut le dire, avec des... En France, ce sera avec des islamistes, avec des musulmans, qui seraient en charge de lieux de culte, où là-bas il y a la mobilisation et puis le recrutement des futurs terroristes, puisqu'ils ne viennent pas de la Lune, ils viennent de ce milieu arabo-musulman, français ou belge, puisque ce sont la majorité, ou, comme vous l'avez maintenant mentionné, ou des convertis, comme ce Baptiste, qui semblerait être un Français converti à l'islam, qui est également partie de tout cela. Donc une collaboration et l'infiltration. Est-ce que vous avez cette difficulté d'infiltration, Frédéric Gallois, en France? Est-ce que nous avons en Europe ces difficultés d'infiltration? Alors, effectivement, on a pris beaucoup de retard dans les mesures policières, des techniques spéciales qui ont été évoquées à l'instant, qui sont très bien maîtrisées par les services israéliens. En France, on a mis très longtemps avant d'autoriser les services de police et de gendarmerie, les services militaires à faire de l'infiltration intérieure. Mais la difficulté auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est, je pense, une difficulté de gestion de la communauté musulmane. Vous savez, on a peut-être assez peu intégré ces personnes, des personnes parlant arabe, étant intégrées justement dans une manœuvre d'infiltration. On a toujours une relation un peu schizophrénique à se dire on a le risque de faire venir des personnes issues de cette communauté, de les mettre dans nos services pour les infiltrer, avec toujours des questions que l'on va se poser sur son intégrité, sa loyauté. Nous n'avons pas encore cette expérience, si vous voulez, à travailler avec des profils qui sont issus effectivement de la communauté maghrébine, arabe, etc. Je crois qu'il va falloir véritablement demain que les services s'adaptent et avec des profils spécialisés, des profils adaptés à ce type de technique spéciale, parce que nous allons avoir besoin du renseignement humain, nous allons avoir besoin effectivement d'être beaucoup plus intégrés dans les communautés qui se referment sur elles-mêmes en France, oui, et qui sont de plus en plus difficiles à pénétrer. Olivier Rafovitz. Ce que dit le commandant Gallois, c'est qu'il y a aujourd'hui en France un manque de professionnels au niveau de l'arabe, au niveau de la connaissance de tout ce qui est islamique en France. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit comprendre que Daesh, c'est pas en Syrie. Daesh est en France et en Belgique. Ils n'ont pas besoin d'être formés là-bas pour être actifs et terroristes en France et en Belgique. D'où la difficulté des services de renseignement et de police en France pour aller extraire des gens qui sont en apparence des chauffeurs d'autobus, des gens normaux et qui sont également des terroristes extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, quand on parle d'un ennemi à traiter au niveau sécuritaire en France, il va falloir enlever les gants et appeler véritablement l'ennemi par son nom. Le ver est dans le fruit en Europe, le ver est dans le fruit. Il y a une communauté importante qui est endoctrinée, qui est colorée par Daesh, et ça va être très difficile maintenant de travailler. Juste un point, si vous permettez, il va falloir aussi former non pas des dizaines, mais des centaines d'arabisants, des policiers, des spécialistes du renseignement, de l'islam, d'entrer dans les mosquées, ne pas avoir peur d'entrer dans les mosquées, les mosquées légales et les illégales, elles sont des milliers en France, qui sont des fabrications, des véritables usines de fabrication de terroristes, et d'essayer en fait de dire à un moment donné, il faut arrêter, c'est illégal. Frédéric Gallois, est-ce que vous avez le sentiment, en écoutant le chef de l'État aujourd'hui, que désormais les pouvoirs publics, au fond, qu'ils soient de gauche ou de droite, on ne va pas politiser, ont pris d'abord la mesure de la gravité de la situation et vous donnent ensuite les moyens pour y remédier? Alors, qu'ils ont pris la mesure, il le semble, en tout cas par les mots, les premières décisions, c'est quand même encourageant. Mais je crois qu'il faut surtout rappeler que la lutte contre le terrorisme, c'est une approche globale. L'approche policière et opérationnelle est qu'une petite partie du dispositif. Je vous donne un exemple. Il va probablement falloir revoir nos relations avec nos partenaires dans le cadre de la lutte contre l'État islamique en Syrie. Il va aussi falloir avoir une approche différente sur le plan de la justice en France. Moi, je connais beaucoup de policiers, de gendarmes, enquêteurs qui sont démoralisés parce qu'ils ont interpellé des individus qui commettent des petits crimes, des petits délits. Mais le problème en France, c'est qu'une multitude de petits crimes, ça fait toujours un petit crime. Et ils ressortent de prison aussitôt. Donc vous avez une difficulté, vous avez une lassitude de la part des services parce qu'ils ne sont pas véritablement appuyés par la justice. Ensuite, il va falloir aussi que les autorités politiques prennent leurs responsabilités dans le cadre du contrôle des frontières
frontières en France. Aujourd'hui, vous le savez que c'est devenu très très politique, mais comment voulez-vous demander à des policiers de contrôler l'armement qu'il y a actuellement stocké dans les banlieues et dans les caves si à chaque fois que vous mettez la main sur un stock de 10 Kalachnikov, il en rentre 10 autres? On ne contrôle plus ce qui rentre et ce qui sort. Donc tout ça pour vous dire que moi j'attends en tout cas des solutions globales, pas uniquement ponctuelles, mais véritablement un plan global de lutte contre le terrorisme où toutes les pièces du puzzle vont aller dans le même sens et ne pas se disperser, ne pas penser que l'opérationnel va résoudre les problèmes. Frédéric Gallois, 20 secondes. Juste pour vous dire que nous sommes en Israël prêts à aider la France, les autorités, la police, dans notre expérience, pour faire que la France soit plus, comment dire, enfin qu'il y ait plus de sécurité et plus et moins de terrorisme. Merci beaucoup Frédéric Gallois d'avoir été en direct avec nous de Paris, et merci Olivier Rafovitz pour ce premier échange entre deux spécialistes au fond de la lutte contre le terrorisme. Nous allons terminer cette première partie de l'édition spéciale avant de nous retrouver à 19h30 par une note d'émotion. C'était aujourd'hui à midi heure de Paris, à 13h heure de Tel Aviv, tout un peuple recueilli en hommage à la mémoire des victimes. Léa Berdugo. Pendant 1 minute, la France s'est arrêtée. Près du Bataclan, l'un des lieux des attaques de vendredi, des bougies, des fleurs sont déposées. L'heure est désormais au recueillement. Plusieurs centaines de personnes se sont tues pendant 1 minute, bras croisés et regards baissés. Je pense aux mamans qui ont perdu la vie. Je pense à celles qui ont laissé des enfants derrière elles. Je pense à tous les parents. Je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants. C'est... Pourquoi ? François Hollande a lui choisi l'université de la Sorbonne pour observer cette minute de silence. À ses côtés, le Premier ministre Manuel Valls et plusieurs membres du gouvernement. Un silence ponctué par la Marseillaise, entonné par les étudiants et l'exécutif. Place de l'Hôtel de Ville à Lyon, ils étaient près d'1 millier de personnes. 1 minute de silence et des applaudissements nourris. Mêmes applaudissements à Toulouse et une volonté de continuer à croire à la liberté. C'est bouleversant. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai juste 20 ans et j'ai vraiment l'impression que on frappe fort sur ma génération et ça devient d'un coup très lourd de porter ces 20 ans. Et c'était une façon de montrer qu'on continuera à être libre et à profiter de tout ce que ce pays peut nous offrir comme liberté. Les hommages proviennent du monde entier. À Antalya, les dirigeants du G20 se sont recueillis ensemble avant de saluer un par un Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Les députés espagnols se tenaient debout devant le Congrès à Madrid. En fond sonore, la Marseillaise jouait Ironie du sort au Carillon, nom de l'un des lieux des attaques. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes en édition spéciale depuis vendredi et nous continuons. C'est la fin de la première partie de cette édition spéciale. On se retrouve dans 2 minutes exactement pour la reprendre. A tout de suite. Bonsoir, si vous nous suivez depuis le début de cet après-midi, vous avez sans doute écouté le discours de François Hollande devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles. Et vous avez sans doute été impressionné par ce qu'il appelle lui-même cette détermination froide. Nous serons impitoyables, a-t-il dit, impitoyables ici, en France et en Europe, pour traquer les terroristes, mais impitoyables aussi là-bas, en Syrie. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde ait connue. Et la communauté internationale, et j'en ai fait plusieurs fois, le constat est divisée et incohérente. La France a demandé, dès le début du conflit, qu'il puisse y avoir cette unité si nécessaire pour agir. Aujourd'hui, il faut plus de frappes, nous en faisons. Plus de soutien à tous ceux qui se battent contre Daesh. Nous l'apportons, nous la France. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est à quoi nous travaillons. C'est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le président Obama et le président Poutine pour unir nos forces et atteindre
un résultat qui, pour l'instant, est encore renvoyé à trop longtemps. Et même si la guerre est asymétrique, comme on dit aujourd'hui, d'un propos un peu convenu, entre des armées régulières et des terroristes qui frappent quand ils veulent, où ils veulent, eh bien, François Hollande a bien précisé que la France entend mener cette guerre impitoyable, pour reprendre son terme, jusqu'en Syrie. Gabriel Nolin. Après les attentats, la réplique française. Depuis les Émirats arabes unis et la Jordanie, c'est un véritable ballet d'avions français qui décolle. À 19h50 et 20h25, la force Chamal a frappé massivement des bases de Daesh en Syrie. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a déclaré que 10 avions de chasse ont bombardé un fief de Daesh à Raqqa. Objectif, détruire 2 camps d'entraînement de l'État islamique. Plus de 20 bombes ont été larguées. Laurent Fabius, depuis le G20, a justifié ces frappes. La France a toujours dit que, dans la mesure où elle était non seulement menacée, mais attaquée par Daesh, il était tout à fait normal qu'elle prenne le devant. Et que, dans le cadre de la légitime défense, elle puisse faire des actions. Nous l'avons fait déjà dans le passé. Et là, nous l'avons fait à nouveau aujourd'hui, puisque Raqqa, comme vous le savez, c'est le centre de commandement de Daesh. Voilà, donc on ne peut pas se laisser attaquer durement. Vous avez vu le drame qui se sont passés à Paris, sans en même temps être présent et actif. Les cibles, un poste de commandement, un centre de recrutement et un dépôt d'armes et de munitions, ainsi qu'un camp d'entraînement de terroristes, ont toutes été détruites. Le communiqué explique que les objectifs des frappes avaient été identifiés au préalable par des missions de reconnaissance françaises. L'opération a par ailleurs été menée en coordination avec les forces américaines. Ces frappes interviennent 48 heures après les attentats de Paris. La France, déjà engagée dans la coalition internationale contre Daesh en Syrie depuis 3 mois, a promis d'être impitoyable et d'anéantir le terrorisme. Intervention nécessaire mais suffisante, Maurice ? Nécessaire, certainement, suffisante, l'avenir nous le dira. La frappe a été massive en plein cœur du dispositif djihadiste. 20 bombes larguées sur le fief de l'organisation de l'État islamique. Mais il faut dire que la France n'était pas seule. Les 12 chasseurs français ont été engagés simultanément à partir des bases en Arabie Saoudite et en Jordanie. Et il faut également souligner que l'opération a été coordonnée avec les forces américaines. Alors, à court terme, il s'agit d'une riposte symbolique et psychologique. Il fallait remonter le moral des Français, mais aussi dire à Daesh qu'il n'est pas hors d'atteinte. Alors pour le long terme, on sait que le porte-avions Charles de Gaulle doit en principe appareiller jeudi et est attendu sur le théâtre des opérations à environ fin décembre. Avec ses 18 rafales et 8 super-étendards, et bien sur le pont, le porte-avions va plus que tripler la puissance de feu du dispositif français, un dispositif engagé en 2014 dans le cadre de l'opération Chamal, une opération qui était uniquement centrée sur l'Irak, mais qui peu à peu a été étendue jusqu'à la Syrie. Alors, restent 2 problèmes, Paul. Tout d'abord, obtenir l'accord des pays de la coalition, notamment les USA et la Russie, sur une stratégie globale en Syrie. Deuxième problème, au-delà des frappes aériennes, se pose la question de l'intervention au sol nécessaire pour vaincre Daesh. Maurice, vous nous informez sur la coordination avec les États-Unis. Et cette coordination va sans doute se renforcer parce qu'aujourd'hui, comme en écho au discours de François Hollande devant le Parlement réuni à Versailles, les membres du G20 réunis à Ankara ont exprimé leur solidarité et leur volonté de coopérer. Elsa Mourgue. Après la minute de silence des représentants des 20 pays les plus puissants de la planète, le temps des paroles à Antalya. Le climat, une des priorités de ce G20, a largement été éclipsé par les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. L'ensemble des membres de la réunion internationale ont apporté leur soutien aux victimes des multiples attentats parisiens. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui n'ait commencé son propos en disant nous sommes solidaires avec le peuple français, nous vous demandons de transmettre au président français, au peuple français, vraiment notre amitié, notre soutien. Et ce n'est pas simplement des formules de politesse. Ce qui s'est passé à Paris, l'impact que ça a eu, c'est que tous ces dirigeants sentent que ça peut arriver à leur pays.
Les premières volontés qui se dégagent de ce G20, renforcer la coopération internationale pour limiter la liberté de circulation des terroristes et lutter contre la propagande sur Internet. En tant qu'instance économique, le G20 a longuement évoqué la traque financière du terrorisme. C'est à la fois le financement des grands mouvements de terrorisme. Daesh, par exemple, se finance par du trafic de pétrole. Au bout, si je puis dire, du baril de pétrole, il y a un échange d'argent. Cet échange d'argent, on doit le repérer parce qu'il est anormal que quelqu'un puisse acheter de l'essence ou de pétrole de cette manière-là. À noter la rencontre en coulisses entre les présidents russes et américains, dont les relations sont particulièrement froides ces derniers temps. Mais Barack Obama et Vladimir Poutine seraient tombés d'accord pour la première fois sur le besoin d'une transition politique en Syrie. Ce à quoi se refusait Poutine, fidèle allié de Bachar al-Assad. Des paroles qu'il va falloir concrétiser dans un accord international. Je découvre cette image en regardant le reportage des Almourgues, image riche de sens. Il y a encore quelques temps, on parlait d'un retour possible de la guerre froide entre les deux superpuissances. Et là, on assiste à un rapprochement spectaculaire entre les deux superpuissances. Et évidemment, l'Europe et notamment la France aura sa part, Christian. Alors, on est peut-être, il faut rester prudent, c'est peut-être un début de dégel au sommet entre Obama et Poutine. Et donc, dans l'électrochoc que veut provoquer François Hollande, un électrochoc en 3 temps, il y a bien sûr Obama et Poutine, qu'il va rencontrer prochainement, et tout ça sans doute dans la perspective du montage d'une grande coalition militaire où il y aura les Américains, les Russes, et les Français et d'autres partenaires occidentaux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comme le disait François Hollande tout à l'heure, il faut une résolution à l'ONU, et c'est là qu'il veut prendre l'ONU à témoin, c'est quand même le plus important, avec le Conseil de sécurité et un vote pour marquer la détermination de la communauté internationale à lutter contre Daesh. Et puis, il y a quand même un troisième point, plus proche de chez nous, l'Europe. Que fait l'Europe? Est-ce qu'elle existe politiquement, économiquement et militairement? Non. On n'est pas bon. Donc, il faut peut-être sensibiliser davantage les 28 de l'Europe. C'est ce qu'a voulu faire François Hollande en disant « La France est un pays agressé aujourd'hui. Dans la charte qui existe au niveau européen, on doit venir à notre aide. » Donc, il veut mobiliser les partenaires européens pour peut-être élargir aussi la coalition militaire, politique, mais en même temps aussi régler le problème des migrants dont on a déjà parlé maintes fois, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des migrants. Voilà. Non, absolument. On va en parler, mais une dernière question, Christian. On voit bien qu'il y a des interventions aériennes, mais qui n'aboutissent pas toujours, puisque Daesh continue de sévir, et de quelle façon tragique. Est-ce qu'on pourrait imaginer des opérations au sol? Alors, le problème, c'est que pour l'instant, qu'est-ce que nous avons au sol? On a les Syriens, oui, on a les Irakiens, et puis on a les Iraniens, pas toujours très fréquentables. Donc il va falloir peut-être que d'autres pays se mobilisent pour avoir une intervention au sol. Mais ça, le problème, c'est que ni Obama, ni François Hollande, ni M. Cameron ne veulent envoyer des troupes au sol. Là, je crois qu'il faudra accorder ces violons. Merci Christian, je vous ai interrompu sur le migrant parce que précisément, nous allons en parler avec nos deux invités suivants. Une rumeur court dans toute l'Europe, le fait que des combattants... le mot combattant ne leur va pas si bien, que des terroristes de Daesh se seraient infiltrés au milieu des migrants. David Gomba. Des combattants de Daesh parmi les migrants syriens, c'est la hantise des services de renseignement européens. Un passeport syrien a en effet été retrouvé près du corps de l'un des kamikazes qui se sont explosés aux abords du Stade de France. Un passeport appartenant à Abdullah Bakbe, un migrant qui aurait été enregistré par les autorités grecques lors de son arrivée sur l'île de Léros le 3 octobre. Il y aurait passé 38 heures avant de rejoindre l'Hexagone via Athènes et les pays Balkans. Selon Nikos Toskas, le ministre grec de la protection des citoyens, Abdullah Bakbe aurait été enregistré en conformité avec la réglementation européenne. Une information à prendre toutefois au conditionnel, le passeport pourrait avoir été falsifié. Des vérifications sont toujours en cours. Un autre terroriste impliqué cette fois dans l'attentat du Bataclan serait également un Syrien répondant au nom d'Ahmed Al-Mohamed, âgé de 25 ans. Il se serait introduit en France via la Grèce, la Serbie, la Croatie puis l'Autriche. Des soupçons qui font craindre aux Français la thèse de l'infiltration de combattants de Daesh. La vague de migrants venus en masse de Syrie notamment a fait les grands titres de l'actualité tout au long de cet automne. Parmi les centaines de milliers de personnes qui se sont vues attribuer le statut de demandeur d'asile, comment discerner les victimes du conflit syrien des combattants du groupe État islamique? Certains dirigeants européens n'ont pas attendu la confirmation de ces éléments pour dénoncer une politique migratoire européenne trop laxiste.
Konrad Szymanski, le futur ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais en formation, a indiqué qu'après les attaques de Paris, il ne permettrait pas aux 7000 migrants de rentrer en Pologne comme le veut l'Union européenne. En janvier déjà, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'avait pas hésité à tisser un lien entre migrants musulmans et risques terroristes. Un lien trop hâtif selon le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière. Autre information de nature a inquiété les services européens de sécurité. En Syrie, le vol de 4000 passeports vierges en 2014 pourrait faciliter de nouvelles actions terroristes. Nous l'avons bien vu cet après-midi en direct sur I24, cette unité exprimée par le Parlement, droite et gauche confondus, ces applaudissements à la suite du discours de François Hollande et cette Marseillaise chantée par tous les parlementaires, sénateurs et députés réunis. Mais François Hollande l'a lui-même spécifié. Le débat continuera. On continuera de vivre à la française. Ça veut dire qu'on continuera aussi de ne pas être d'accord. Eh bien, ce débat, nous allons l'entamer pour quelques minutes à peine entre Patrick Gluckman, qui est à Paris. Bonsoir Patrick Gluckman. Vous êtes adjoint au maire, Anne Hidalgo, de Paris, et Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel. Vous êtes vous-même conseiller de Paris, élu du 18e. Alors, l'un et l'autre, comment avez-vous réagi d'abord dans l'instant au discours de François Hollande? Patrick Gluckman. Écoutez, moi je pense que le discours de François Hollande, déjà, il est venu de manière très courte après le deuil que nous avons observé pendant 24, 48 heures. Et donc là, maintenant, il y a eu le deuil. Maintenant, c'est le temps de la mobilisation et de la réaction. La réaction politique et de la manière la plus solennelle qui soit, devant le Congrès, qui se réunit exceptionnellement. Et la mobilisation à laquelle le chef de l'État nous appelle, elle est très ordonnée. Le monde, la communauté internationale, et le président a très bien rappelé que nous avons fait notre part, que nous étions prêts parfois à faire plus, et que des alliés nous ont fait défaut. Et que cette discordance au niveau international, la France l'a payée, et l'a payée seule, et chèrement pour le moment. La mobilisation ensuite européenne, et là il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Il y aura probablement à faire sur nos frontières, sur le contrôle de nos frontières, et le président l'a très bien dit, soit l'Union est capable de défendre ses frontières, de contrôler ses flux, soit elle ne veut plus rien dire. Merci Patrick. Et puis enfin... Oui, je vous en prie, brièvement. Et puis enfin, pardon, la mobilisation intérieure et nationale à laquelle le président de la République a consacré toute la fin de son discours, le renseignement, l'action des forces et de nouveaux moyens dont nous allons être dotés. Merci Pierre-Yves Bournazel. Est-ce que vous avez la même perception ? Je dirais d'abord que le président de la République, sur l'unité nationale, sur la compassion, a trouvé les mots justes. Et je crois qu'il faut le dire. Il a trouvé les mots justes parce que le peuple de Paris, le peuple de France, a été profondément meurtri par toutes ces victimes, ces blessés, par cette lâcheté du terrorisme qui s'est attaqué à la liberté, à un certain état d'esprit de la France, un certain art de vie français, parce qu'on a touché des quartiers qui sont l'âme de Paris. On a touché la jeunesse. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, le président de la République s'est bien exprimé. Sur un certain nombre de ces propositions, je ne peux être que d'accord, d'autant que ce sont des propositions que nous faisions plus ou moins dans l'opposition depuis un certain temps. Mais ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il y ait une action totale et déterminée à lutter contre le terrorisme qui doit être éradiqué. D'abord, sur le plan international, le président de la République a eu raison de dire notre ennemi, c'est Daesh. Il faut intervenir. On a trop tergiversé. Il faut intervenir avec une coalition la plus large possible, en intégrant bien sûr nos partenaires russes et américains, une seule coalition pour des frappes ciblées et renforcées. Mais il faudra se poser aussi la question d'une intervention au sol. Je souhaite que la France soit leader en la matière et soit capable de porter une voix très forte d'une coalition internationale qui éradique à terme Daesh. Et puis enfin, sur le plan intérieur, la question de notre sécurité se pose. Il faut un bouclier sécurité. Un bouclier sécurité pour assurer la sécurité de tous les Français à tout moment. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais on peut faire davantage. Le président l'a dit, il y a un certain nombre de propositions que nous allons soutenir, et puis il y en a un certain nombre, il faut aller plus loin. La déchéance de la nationalité, par exemple, pour celles et ceux qui commettent des actes terroristes. Bien sûr, il va falloir aussi surveiller davantage nos prisons, parce que nos prisons sont parfois des incubateurs à terroristes, on l'a vu. Il va falloir aussi trouver d'autres moyens en matière de sécurité, notamment pour protéger nos concitoyens en matière de transport. Il va falloir avancer sur des portiques, sur le port obligatoire de la carte d'identité qui n'est pas aujourd'hui inscrit dans la loi. Bref,
on ne vivra plus dans la même société. Je crois que beaucoup de Français le comprennent et ce bouclier sécurité, c'est pour assurer la liberté des Français et assurer notre art de vivre, notre démocratie. Merci beaucoup, messieurs. Une réponse brève à une dernière question que je vous pose. François Hollande a pris soin, évidemment, de ne pas stigmatiser, au contraire, de rassembler. Et au fond, il est dans sa posture de chef d'État. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'à terme, ces attentats provoquent des dégâts collatéraux et menacent la cohésion de la société française? Dans sa diversité, vous comprenez le sens de ma question. Moi, je crois, Paul, que nous avons une opportunité exceptionnelle. Nous avons effectivement un pays qui est divers. Une énorme communauté juive à l'échelle de la communauté juive mondiale et une énorme communauté arabo-musulmane, on l'appellera comme on voudra. Je crois que c'est le moment d'intégrer ces gens, y compris dans l'intelligence contre le terrorisme, y compris dans la lutte contre la radicalité. Ils doivent être moteurs et acteurs. Et effectivement, nous avons maintenant l'obligation de faire émerger cette communauté qui, pour l'essentiel et heureusement, est pacifique. Elle doit avoir les moyens de s'exprimer, les moyens de regarder ce qui se passe en son sein, et nous devons mobiliser aussi son intelligence, ses membres et leurs notamment outils linguistiques pour lutter contre la radicalité, parce que François Hollande l'a dit, ce sont pour la plupart des jeunes Français qui ont tué des jeunes Français. Sauf que les uns sont des terroristes et les autres des victimes. Pierre-Yves Bournazel. Oui, je dirais qu'il faut être plus que jamais patriote et républicain. Patriote parce que le patriotisme, c'est l'amour des siens, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion ou non-religion. C'est d'aimer l'histoire, la culture française et à tout moment de porter haut et fort nos valeurs, ici en France et dans le monde. Et puis les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité sont des valeurs essentielles et qui doivent rassembler le peuple français dans sa diversité. Moi, je ne confonds pas le radicalisme religieux islamique et l'islam. Ce n'est pas du tout la même chose et beaucoup de nos compatriotes musulmans, une grande majorité, doivent être entendus pour porter ce patriotisme et ces valeurs républicaines. Je crois que c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble contre cette haine et cette barbarie sur le plan international encore une fois et sur le plan intérieur. Nous devons être extrêmement fermes vis-à-vis de ces hommes qui tuent d'autres hommes parce que simplement ils ne supportent pas notre liberté, la civilisation et l'art de vivre français. Merci beaucoup, messieurs. Vous représentez l'un et l'autre la majorité et l'opposition. Je retiendrai ce dernier mot que vous avez prononcé, Pierre-Yves Bournazel, qui représentait l'opposition, tous ensemble. Et je vois bien qu'il y a un esprit d'unité, je ne dis pas d'union sacrée, le mot est peut-être un peu trop fort, mais d'unité au sein de la classe politique jusqu'au moment où, évidemment, le débat reprendra, notamment au moment des régionales. Merci beaucoup, messieurs. Il y a un aspect dont on parle peu et dont David Neyman a parlé avec son équipe cet après-midi sur I24 News, c'est les incidences économiques de cette terreur et malheureusement, elles sont parfois importantes. Johanna Citruc. Les terrasses des cafés sont vides, les rideaux des grands magasins baissés et les principaux sites touristiques fermés. Véritable symbole de Paris, la Tour Eiffel n'accueillera aucun visiteur jusqu'à nouvel ordre. Depuis les attaques meurtrières de vendredi, la capitale est sous le choc. Du coup, tout était fermé aujourd'hui sur Paris. Donc on ne peut pas aller dans les magasins, on peut se balader, mais Paris est très vide et malheureusement, voilà, la vie s'arrête un petit peu. Une vie au ralenti qui ne sera pas sans conséquences sur l'économie française. Partagée entre le chagrin et un sentiment d'insécurité, les Français n'ont pas le cœur à se déplacer, à consommer, ni même à investir. Pour les étrangers présents dans la capitale, les vacances ont un goût amer. On a vu que tout était fermé, alors on ne sait pas quoi faire. Et c'est bizarre parce que c'était notre premier jour à Paris. Nous sommes arrivés samedi et on ne savait pas ce qui s'était passé. On est vraiment, vraiment désolés. Des touristes qui pourraient être moins nombreux dans les semaines à venir. Plusieurs tours opérateurs proposent aux voyageurs de reporter ou d'annuler leur séjour dans la capitale. Aux États-Unis, les pertes liées au 11 septembre 2001 sont estimées à 80 milliards de dollars. Autrement dit, moins de 1% de son PIB au moment des faits. Des pertes limitées grâce au gouvernement qui n'avait pas hésité à stimuler l'économie afin de relancer la consommation. Comme les États-Unis, la France fait partie des principales puissances mondiales. Les répercussions du terrorisme sur sa croissance devraient donc s'avérer négligeables. C'est en tout cas ce que prétendait l'agence de notation Moody's dans une étude publiée début octobre.
très précisément, l'économie peut être affectée de quelle façon, Johanna ? Alors en fait, le premier secteur qui va être touché, c'est le tourisme. Déjà depuis samedi, les professionnels de l'hôtellerie constatent une hausse des reports, des annulations des voyages. Le problème, c'est que tous ces visiteurs en moins, eh bien, ça fait des consommateurs en moins. Quand on est en voyage, quand on est en vacances, on consomme beaucoup. On dort à l'hôtel, on mange au restaurant, on visite des musées, on achète des souvenirs. En France, chaque touriste dépense en moyenne 62 € par jour. Ce sont aussi des clients qui achètent énormément de produits de luxe, surtout les Chinois. Donc tout ça, ça fait de l'argent en moins pour l'économie française. Une autre variable qui va être affectée, c'est la consommation. Avec ce climat d'insécurité, avec la tristesse, les Français n'ont pas forcément envie d'acheter, de faire du shopping. Le problème, c'est qu'on approche des fêtes de Noël, généralement marquées par une forte consommation. Donc l'année 2015 pourrait être moins bonne que 2014. Et par ailleurs, il va y avoir la peur aussi d'aller à des événements sportifs, d'aller voir des spectacles, d'aller à des concerts, peut-être même d'aller au restaurant. C'est donc toute l'industrie culturelle qui pourrait être affectés, qui pourraient pâtir de ces attaques. Ensuite, il y a l'aspect sécuritaire avec un renforcement de la présence militaire. On l'a entendu tout à l'heure. François Hollande a prévu donc 5000 emplois supplémentaires dans la gendarmerie, mais aussi la riposte qui est en train de s'organiser, qui a commencé à s'organiser. Et bien tout ça, ça coûte de l'argent, ça fait des dépenses supplémentaires. Et pour terminer, les IDE, les investissements directs étrangers, de façon générale, les investisseurs étrangers n'aiment pas l'incertitude. Donc quand c'est trop risqué, ils investissent ailleurs, dans des régions, des zones plus sûres. Au final, toutes ces variables pourraient affecter donc la reprise de l'économie, une reprise fragile, mais une reprise tout de même, puisque avant ces attaques, le ministre des Finances, Michel Sapin, annonçait avec conviction une croissance de 1,1% pour 2015 et 1,5% pour 2016. Merci Johanna. Depuis le début de cette édition spéciale, nous évoquons évidemment les aspects économiques, vous venez de le faire, les aspects politiques, internationaux, diplomatiques. Mais il y a une chose qu'il faut peut-être signifier d'une façon extrêmement forte, ne pas oublier, ne jamais oublier les victimes qui sont tombées vendredi soir sous les balles de ces barbares et de ces monstres. Julia Ganassira. Ils étaient avocats, enseignants, musiciens, barman ou ingénieurs, français, belges, algériens ou espagnols, à un concert au Bataclan, à la terrasse d'un restaurant ou devant le Stade de France. Leur vie a été fauchée brutalement vendredi soir lors des attentats. Leur identité et des fragments de leur vie sont peu à peu dévoilés. Elle se faisait une joie depuis des semaines d'assister au concert. Aurélie de Peretti, 33 ans, a perdu la vie vendredi soir dans l'attaque du Bataclan. Cette passionnée de musique, infographiste de formation, avait spécialement fait le déplacement depuis Saint-Tropez, où elle habitait. À Neuilly, beaucoup connaissaient leur visage, leur sourire. Pierre Innocenti, 40 ans, et Stéphane Albertini, son cousin, ont eux aussi perdu la vie dans la fusillade du Bataclan. Ils étaient respectivement gérants et chefs de salle du restaurant italien Livio, une institution dans cette ville des Hauts-de-Seine où venaient quelquefois des célébrités. Lola Saline, 28 ans, était elle aussi dans la salle de concert. Son père, Georges Saline, a participé activement à sa recherche. Jamila Oud, 41 ans, compte-t-elle parmi les victimes de la rue de Charonne. En terrasse, lorsque les terroristes arrosent de balles le restaurant La Belle Équipe, elle est fauchée alors qu'elle célèbre son anniversaire avec des amis. Originaire de Dreux, installée à Paris depuis de nombreuses années, elle travaillait pour une enseigne de prêt-à-porter. Elle laisse derrière elle une fille de 8 ans. Autant de vies fauchées en quelques secondes. Aujourd'hui, les Français leur rendent hommage. Il y a celles et ceux qui ont péri sous les balles et il y a celles et ceux qui ont sauvé grâce à ce magnifique élan de solidarité, Julia. Oui, tout à fait, Paul. Et puis ces nombreux anonymes se sont refait distinguer par des gestes héroïques qu'ils ont eus envers les victimes. Ils se sont ensuite perdus de vue, mais les réseaux sociaux leur ont permis de se retrouver. C'est par exemple l'histoire de Mathilde que vous allez voir en photo. Vendredi soir, la jeune fille est au bar La Belle Équipe, rue de Charonne. Les terroristes ouvrent le feu sur les personnes attablées. Elle est blessée par balle. Un inconnu lui tient alors la main jusqu'à l'arrivée des secours. De lui, elle ne sait que deux choses, son prénom, Michael, et puis le fait qu'il travaille à l'Opéra de Paris. Elle adorerait le revoir et elle a besoin de force en ce moment, écrit une amie sur Facebook.
Quelques heures plus tard, il est retrouvé et ils ont déjà décidé de se revoir une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. Et puis tous ceux qui ont regardé cette vidéo tournée par un journaliste du Monde ont vu cette femme suspendue à une fenêtre du Bataclan à plusieurs mètres du sol. Elle crie « Je suis enceinte ». Vous la voyez à l'écran. Elle va bien aujourd'hui et le bébé aussi, grâce à un homme qui l'a aidé à remonter. Pour identifier ce sauveur, eh bien, les amis de la future maman avaient publié une annonce sur Twitter qui a été suivie des faits. Voilà, vous le voyez aussi à l'écran. Et grâce à ce message, eh bien, ils ont pu échanger leur numéro et discuter de ce qu'il s'était passé. Pareil pour un autre homme dont la femme Edith a été sauvée par un homme qu'elle ne connaissait pas. Il l'a placée derrière des fauteuils dans la salle de concert et elle a ainsi pu s'en sortir. C'est grâce aux réseaux sociaux, encore une fois, que cette femme a retrouvé celui qui l'avait sauvée. Merci beaucoup Julia, et cette solidarité, c'est la plus belle des réponses à cette folie meurtrière qui s'est abattue sur la France, celle d'une société civilisée, tout simplement, face à la barbarie. Cette édition spéciale prend fin. Dans quelques instants, vous allez retrouver Jean-Charles Banoun pour une nouvelle édition spéciale de 2 heures sur cette tragédie et sur la réponse politique. Merci et bonsoir.